Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, on vous l'a peut-être tanné. Depuis le 25 août, le mini-vert européen a été officiellement déclaré. Ce que j'appelle le mini-vert c'est issu évidemment du roman de George Orwell 1984 qui est de la contraction du ministère de la vérité, avec le DSA, le Digital Service Act de la Commission européenne, porté à bout portant par M. Willy Breton. Alors, qu'est-ce que c'est que ce DSA ? Alors le DSA, c'est tout simplement une sorte de traité qui, à l'échelle européenne, implique les États, ou tout du moins les nations membres de l'Union européenne, à utiliser cet outil pour inciter, obliger les plateformes Internet à être plus vigilants sur certains contenus. Alors ça veut dire quoi être vigilant sur certains contenus ? C'est tout simplement considérer que des contenus que la pensée unique, que la vertu de la vérité politique de l'institution même de l'Union européenne considérera comme étant dilettante, dissidente, bref, être considérés comme des contenus haineux, violents, voire conspirationnistes, ou divulguer des paroles blasphématoires, hérétiques. Alors actuellement, le DSA donc, est en place depuis le 25 août, concerne essentiellement évidemment les plateformes les plus importantes, que sont les plateformes où peuvent s'échanger des idées, des opinions, que sont Facebook, TikTok, Instagram, Snapchat, YouTube, j'en oublie un peut-être, je ne sais plus. Je crois que Twitch n'a pas signé l'accord. Et donc ces plateformes à l'échelle européenne s'engagent à être un petit peu plus alertes sur certains contenus qui rentreraient en contradiction avec ce que ce DSA établit comme étant autorisé à être divulgué, à être tout simplement, ce DSA va régir la liberté d'expression sur Internet. X, voilà, je savais bien qu'il y en avait un que j'oubliais, et non des moindres. Le DSA inclut également la surveillance de contenus qui peuvent être éventuellement des contenus qui peuvent trahir la confiance d'abonnés ou de membres, surtout sur le plan commercial. Et là, évidemment, ça touche Amazon. C'est-à-dire que le DSA implique et oblige Amazon désormais à faire plus attention à les partenaires qui utilisent sa plateforme pour vendre des produits. Car en gros, Amazon va être responsabilisé sur ce que sa plateforme permet à des gens de vendre de la merde ou de faire des arnaques, purement et simplement. C'est-à-dire que le consommateur pourra signaler que Amazon travaille avec un partenaire extérieur qui en réalité est un arnaqueur, qui en réalité n'envoie jamais les produits ou n'envoie pas les produits qui correspondent aux produits que le consommateur a achetés. Donc voilà, c'est un ensemble d'appareils. Mais cet ensemble d'appareils permet de noyer évidemment l'essentiel, c'est-à-dire un droit de regard sur ce que des gens peuvent écrire, dire, filmer sur les plateformes Internet les plus importantes soient-elles. Donc c'est une police, très clairement, de censure. Et pour preuve que ça fonctionne déjà, c'est que certaines plateformes, et plus particulièrement Twitter,
Alors là, on va s'étonner un peu parce qu'on se dit Twitter, c'est Elon Musk qui s'égausse de prononcer partout, d'affirmer la liberté d'expression et tout le tralala. Le seul problème, c'est que le DSA est équipé d'un appareil répressif que les plateformes, évidemment, voudraient éviter de devoir affronter. Et que par conséquent, la conséquence du DSA incite aujourd'hui la plupart de ces plateformes sur le marché européen, et donc plus particulièrement chez vous, les Français, de ne pas proposer certains contenus. Et quand je vous dis qu'on en a déjà une preuve flagrante, vous avez un certain nombre de comptes québécois francophones qui, depuis quelques jours, ont constaté que ce qu'ils publiaient sur Twitter, qui faisait une moyenne de 100, 200 000 vues d'une manière générale, se sont littéralement effondrés à quelques milliers de vues. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les abonnés Twitter de ces comptes sont en train de se poser la question, est-ce que par hasard, nos comptes qui avant étaient mis en visibilité sur le marché francophone et donc particulièrement français en Europe, est-ce qu'aujourd'hui Twitter fait en sorte de ne pas afficher les publications de ces comptes sur le marché français? Qui plus est, il y a une personne qui même met en doute le fait que normalement quand vous êtes abonné à un compte, ce que la personne publie normalement doit s'afficher dans votre fil. Elle soupçonne Twitter d'avoir volontairement coupé le fil, c'est-à-dire tous les gens qui sont abonnés sur ces comptes québécois, aujourd'hui, s'ils ne vont pas régulièrement sur le compte pour voir ce qui est publié, sur le fil principal, ce que ces comptes québécois publient ne s'affiche plus du tout. Avant, vous aviez un affichage par défaut, maintenant, il n'y en a plus. Donc c'est un filtre qui s'est mis en place sur Twitter, si bien que finalement, en France, si vous aviez l'habitude d'avoir des tweets de gens de comptes québécois, francophones d'une manière générale, attendez-vous à ce que vous ne voyez plus apparaître sur le fil principal les publications de ces comptes. Il va vous falloir que vous alliez sur les comptes pour voir ce qui a été publié. C'est-à-dire que les comptes ne sont pas censurés. Ils ne sont pas censurés en France. Ils sont toujours accessibles en France. Sauf que ce sera de votre chef d'aller sur ces comptes-là pour voir les contenus récents qui ont été publiés, parce que le fil d'actualité n'actualisera plus les publications de ces comptes de façon automatique. Idem pour YouTube. YouTube fera en sorte désormais que certains contenus, alors à la fois québécois mais aussi de France, ne soient plus mis systématiquement en avant, c'est-à-dire ne soient plus inclus dans le système de visibilité si les comptes sont estimés comme étant ou divulguant des contenus, des fake news, de la désinformation, etc. C'est-à-dire que par exemple, ma chaîne, si elle est estampillée déjà dans les registres de YouTube comme divulguant des informations non officielles ou divergentes, il y a de fortes chances que ma chaîne, que mes vidéos ne soient plus du tout mises en avant ou mises en visibilité, même si une de ces vidéos, par les algorithmes, par vos commentaires, etc., fait un certain nombre de vues et que par conséquent, vous savez, quand sur 24-48 heures, votre vidéo fait beaucoup de vues, elle a beaucoup plus de chances d'être mise en avant, alors pas dans des pole positions, mais mise en avant dans les propositions des vidéos par rapport à ce que les gens ont l'habitude de regarder. Donc même si cette loi européenne du DSA
n'est pas une interdiction et n'est pas une censure à proprement parler. Elle a mis en place en fait des outils qui incitent les plateformes à faire d'elles-mêmes une sorte de filtrage à l'échelle européenne. Donc du coup, c'est le Miniver qui se met en place. Alors je dis c'est le Miniver qui se met en place, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début, pourquoi ? Parce que après on va voir ce qui va se passer. Parce que là ça fait que depuis quelques jours que le système est mis en place. Mais ça se trouve peut-être que des gens vont commencer à se rendre compte qu'avant ils avaient dans leur fil d'actu les posts de certains comptes qu'ils avaient l'habitude de suivre, etc. Ils vont se rendre compte que ces posts ne s'affichent plus. Et je ne suis pas sûr qu'à l'échelle européenne, Elon Musk, à un moment donné, il va se dire moi, j'ai pas envie que mes abonnés ils partent chez la concurrence. Parce qu'évidemment, c'est ça le danger aujourd'hui. C'est ça le danger pour des plateformes telles que Facebook, TikTok, Snapchat, etc. C'est que s'ils jouent la carte de la complaisance avec la censure européenne, alors évidemment, ceux qui s'y connaissent un peu en informatique savent qu'ils peuvent très bien contourner le DSA en ayant un VPN, parce qu'avec le VPN vous pouvez créer, vous pouvez vous mettre une IP à l'étranger, un peu le même principe d'ailleurs pour les services streaming, si vous voulez voir un programme qui est sur un Netflix américain ou britannique, vous savez que si vous n'avez pas un VPN, la géolocalisation fera en sorte que votre accès sera bloqué. En l'occurrence, si vous utilisez un VPN, vous utilisez un IP, alors un IP, je sais pas, en Malaisie, un IP au Canada, un IP, et à partir de là, vous pouvez voir les films sur le Netflix américain. Et ça, vous contournez littéralement la géolocalisation qui bloque systématiquement les contenus. Comme moi, par exemple, ici aux États-Unis, si je veux voir les contenus de France Télévisions, je ne peux pas. Ils sont bloqués. Ils sont bloqués pour des questions de copyright, etc. Donc, si je veux accéder au programme de France Télévisions, je peux utiliser un VPN, déclarer un IP en France, et à partir de là, je peux voir tous les contenus des services de France Télévisions. Donc les gens qui vont utiliser des VPN, finalement, le DSA, ils ne seront pas concernés. Parce que si automatiquement et systématiquement, ils déclarent un IP hors de France, voire hors d'un pays européen, ils pourront, en revanche, là, continuer à recevoir les notifications des comptes des gens qu'ils suivent sans aucun problème. Alors, est-ce que ça va tenir ? Est-ce qu'à un moment donné, les plateformes vont pas, à un moment donné, faire un bras d'honneur au DSA ? Ou est-ce que le DSA, finalement, ne risque pas d'être attaqué en justice pour détournement ? Parce que le problème du DSA, encore une fois, c'est un appareil juridique européen qui ne se soustrait pas ou qui ne peut pas s'imposer aux pays membres. Les pays membres restent souverains en matière de réglementation pour appliquer ou non le DSA. Donc là, encore une fois de plus, complicité des États, complicité des ministères ou des gens au sein des gouvernements de faire appliquer le DSA ou pas. Donc voilà, vous voyez, ça c'est aussi un des problèmes de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on parle souvent de cette volonté de l'Union européenne de vouloir créer une fédération supranationale pour avoir véritablement un pouvoir législatif absolu, parce que le pouvoir législatif européen, il s'applique par la consensualité, par la complaisance à la fois des parlements, mais aussi des gouvernements, c'est-à-dire des pouvoirs exécutifs et législatifs. Les pouvoirs exécutifs et législatifs des pays européens peuvent très bien dire « non, cette loi-là, moi je ne l'applique pas ». Comme fait d'ailleurs la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie, etc. Sur certains textes, ils n'appliquent pas les lois européennes. Et ils en ont parfaitement le droit, puisqu'ils ont leur souveraineté.
comme la France a encore sa souveraineté exécutive et législative, de dire non, moi cette loi européenne, je ne l'applique pas. Ce qui est un peu d'ailleurs très hypocrite, parce que souvenez-vous, dans une précédente vidéo, je vous ai rappelé le principe par rapport à la sécurité sociale, que depuis 1992, depuis le traité de Maastricht, vous avez en tant que Français, en tant que citoyen français, la liberté de ne plus cotiser au régime général, mais de cotiser à une société privée, si vous le voulez. Vous en avez le droit. Mais l'État français fait en sorte de vous empêcher par des systèmes administratifs et voire même influencer les entreprises à ne pas appliquer cette loi, cette liberté que vous avez, parce que vous comprenez, c'est compliqué, ça fait du travail en plus, c'est de la bureaucratie, c'est de l'administratif en plus, on ne peut pas faire des doublons, c'est pas possible, on n'a pas les logistiques, on n'a pas le temps, etc. Bon, vous voyez, donc c'est ça qui est formidable, et c'est ça qui est formidable et qui est très hypocrite finalement. C'est qu'on va vous dire qu'il y a des lois européennes qui vous obligent de respecter telle ou telle chose par rapport à tel ou tel domaine, mais en revanche, on ne vous dira jamais que cette loi européenne, le fait qu'elle ne soit peut-être pas forcément même sur le plan du législatif, je crois que normalement, il y a toujours un texte qui stipule que c'est un devoir, mais ce n'est pas une obligation. Or, très souvent, il y a eu aussi des textes de Parlement à voter et à entériner, à confirmer la loi européenne pour l'intégrer à la réglementation française. Dans votre dos, hein, évidemment. C'est pas BFM, c'est pas TF1, c'est pas LCI qui vont chanter ça sur les toits que votre Parlement a voté, souvent à l'unanimité, le fait d'avoir désormais une loi qui va à l'encontre, à l'inverse de ce que la loi nationale prévoyait en tant que protection, en tant que droit de citoyen. Mais pour finalement mettre en place la réglementation européenne. Et le danger de ce DSA, c'est exactement le même problème. C'est que pour l'instant, c'est une loi, c'est un texte européen, qui, je rappelle, c'est un texte européen dont les États membres, par leur représentation, ont signé l'entérinement, mais chaque État est parfaitement en droit de dire « Ok, je l'applique » ou « Ok, je ne l'applique pas ». C'est-à-dire que si par exemple Meta fait du lobbying ou si Twitter fait du lobbying en France en disant « Ouais, est-ce que vous pouvez faire en sorte que cette loi ne s'applique pas en France ?» c'est parfaitement possible. Et du fait, le législateur français peut très bien dire « Ok, pour tout problème, pour toute plainte, on passera d'abord par nous avant la mise en place de ce texte. » Mais aujourd'hui, le TSA, c'est une première pierre. C'est une première pierre orwellienne de contrôle de contenu sur les réseaux sociaux. C'est pas rien. C'est la démonstration qu'on est bien dans une déliquescence du système et qu'ils ont peur. Qu'ils ont peur que les peuples commencent à se rebeller, finalement, contre eux. Donc, on va commencer à mettre des couvercles. On va commencer à mettre des lois, on va commencer à mettre de la censure, on va commencer à mettre de l'oblitération de liberté individuelle, liberté de propriété, liberté de déplacement, liberté d'opinion, puisque là, c'est clair, ça va à l'encontre de la liberté d'opinion. Même si, dans un sens, ça peut protéger des gens de certaines mauvaises idées, ça peut protéger des gens au niveau, comme on a vu pendant les émeutes, beaucoup d'émeutes ont été organisées, se sont structurées justement par le fait que les réseaux sociaux ont contribué à permettre d'organiser des émeutes, etc. Là, en effet, ça peut être utile. Mais, comme je vous le dis souvent, quand une loi apparaît comme étant utile,
quand on lit les textes de loi, on se rend compte qu'il y a des flous et que finalement, certains termes, on peut y mettre ce qu'on veut. C'est-à-dire que le législateur qui traite un dossier peut très bien prendre cette loi en disant « Moi, je considère que cette loi rentre dans le cadre de ce dossier pour lequel je travaille. » Parce que je vous avais donné l'exemple du terme séparatisme ou terrorisme. Le problème, c'est que la loi parle de lutter contre les séparatismes et le terrorisme, mais ne vise en aucun cas la spécificité de ce qui se cache derrière ces termes. Le séparatisme concerne-t-il le séparatisme religieux, politique, idéologique? Rien ne le précise. Là, c'est le législateur qui sera à même de juger l'application de cette loi selon les cas précis. Et les cas précis, c'est aussi bien du séparatisme religieux à l'encontre d'organisations, d'associations, de communautés ultra-religieuses, musulmanes, voire même catholiques, etc., que de mouvements considérés ou étiquetés comme étant d'extrême droite ou néo-nazis, comme aussi de mouvements de défense des libertés individuelles des citoyens, qui n'a rien d'affiliation politique particulière, mais parce qu'elle dérange le système, parce qu'elle peut être motivante, parce qu'elle peut être qu'elle peut galvaniser l'opinion sur quelque chose de concret, sur un sujet, sur un vrai sujet de problème de société, eh bien, ces organismes pourront très bien, par cette loi, être traités d'organisations séparatistes. Eh bien, le DSA, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'on a établi certains principes, certaines valeurs, mais avec ces principes et ces valeurs, eh bien, on pourra y mettre tout ce qu'on veut, aussi bien le simple propos d'une petite vieille qui considérait que la vieille France c'était quand même mieux et qu'avec tous ces étrangers, etc., que le grand remplacement c'est une vraie question, c'est un vrai sujet, etc. Hop. Non. Grand remplacement, il faut absolument éviter de parler de grand remplacement. Sinon le DSA, paf, s'applique. Bienvenue dans le meilleur des mondes. Et d'ici qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien.